Poutine dirige la Russie comme le parrain d'une famille criminelle, semant le pays de morts violentes, de maladies mystérieuses et de suicides douteux. La Russie joue un jeu sale. Poutine sait qu'il est en train de perdre. Une guerre qu'il avait jadis promis de finir en une semaine approche de sa 4e année. C'est précisément pour cette raison qu'il investit des millions dans des tueurs professionnels pour éliminer les meilleurs éléments de l'Ukraine, en particulier ses hauts responsables. Le 10 juillet au matin, un assassin masqué a abattu le colonel Ivan Voronitch devant son immeuble, tirant 5 fois avec un silencieux et tuant l'officier de 48 ans sur le coup. Le tueur s'est ensuite enfui à vélo, laissant les témoins sous le choc. En quelques heures, le service de sécurité d'Ukraine a lancé une chasse à l'homme national. Les images de vidéosurveillance et les communications interceptées les ont menés à 2 suspects étrangers, tous deux identifiés par le service de sécurité d'Ukraine comme des agents russes. Les assassins avaient une connaissance précise de l'adresse du domicile de Voronitch, de ses déplacements quotidiens et même de l'architecture intérieure de sa résidence. Ces détails intimes révélaient une surveillance et une infiltration du service fédéral de sécurité russe, poussant le chef du service de sécurité d'Ukraine à superviser personnellement l'opération pour localiser le commando étranger. La traque s'est achevée 3 jours plus tard par une fusillade. Le 13 juillet, des commandos du service de sécurité d'Ukraine ont fait une descente dans une planque à Kiev, tuant les 2 suspects après qu'ils aient ouvert le feu. Le service de sécurité d'Ukraine a ensuite diffusé des images montrant 2 corps neutralisés au sol. Perdre Voronitch a néanmoins été un coup dur pour l'Ukraine. Né en Ukraine soviétique, il a grandi à une époque où la loyauté envers Kiev n'allait même pas de soi. Il a rejoint le service de sécurité d'Ukraine en 1997, bien avant que la guerre ne ressemble à un cauchemar. Dans un article nécrologique, son collègue a dit que Voronitch combattait l'ennemi depuis 2014 et faisait partie de ceux qui ont ouvert la voie au service. Cela cause aujourd'hui de nombreux problèmes aux Russes. Voronitch a dirigé plusieurs missions de sabotage majeures en Ukraine, ciblant des dépôts de ravitaillement, recrutant des informateurs et coordonnant surtout l'incursion audacieuse de 2024 dans la région de Koursk, en Russie. Un raid qui a retardé l'effort de guerre russe de près d'1 an. Ce fut une humiliation que Moscou n'oubliera pas de sitôt. Au début de la guerre, Kiev assiégé, la survie de l'Ukraine était en jeu. L'équipe de Voronitch a organisé des cellules de résistance clandestines dans les territoires occupés, permettant à l'information de parvenir au commandement ukrainien même derrière les lignes ennemies. Ces agents servent d'yeux et d'oreilles aux forces ukrainiennes, repérant les positions russes clés et permettant des frappes précises qui ont évité de nombreuses pertes russes. Sous sa direction, les forces spéciales ukrainiennes ont infiltré les centres logistiques russes et incendié des stocks de munitions, paralysant l'avancée de Moscou pendant des semaines. Pour les services de renseignement russes, Voronitch n'était qu'une menace à éliminer à tout prix. Pour Poutine, dépenser des millions pour assassiner le cerveau du service de sécurité d'Ukraine est désormais sa principale stratégie. Il sait qu'un affrontement direct sacrifierait chaque jour des milliers de soldats. Des soldats que la Russie ne peut tout simplement pas se permettre de perdre, surtout après presque 4 années épuisantes. Rien de cette brutalité n'est nouveau. La Russie a toujours mené une guerre de l'ombre. Le Kremlin, et avant lui, le KGB soviétique, ont une politique de longue date, consistant à utiliser des assassinats pour réduire ses ennemis au silence, maintenir le pouvoir et répandre la peur au-delà de ses frontières. Sous Vladimir Poutine, un ancien officier du KGB, qui a gravi rapidement les échelons de son agence successeur, le service fédéral de sécurité, ses méthodes sont devenues encore plus agressives et encore plus impitoyables. Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 1999, la Russie a vu un nombre alarmant de critiques, de déserteurs et même d'hommes d'affaires influents connaître des fins prématurées et mystérieuses. Souvent par des poisons rares, des suicides simulés ou des exécutions en plein jour. L'un des assassinats les plus célèbres, sous Vladimir Poutine, fut celui d'Alexandre Litvinenko, ex-officier du service fédéral de sécurité. Critique virulent du Kremlin, Litvinenko a fui la Russie en 2000 demandant l'asile en Grande-Bretagne et devenant l'un des plus fervents opposants de Poutine à l'étranger. Ses accusations détaillées contre le Kremlin, notamment concernant la corruption, les liens avec le crime organisé et les laboratoires secrets de poison du service fédéral de sécurité hérité du KGB soviétique, ont fait de lui une cible de choix. En novembre 2006, du polonium-210, isotope rare et très radioactif, a été versé dans le thé de Litvinenko dans un hôtel de Londres. Litvinenko est mort après 3 semaines d'agonie, ses organes se décomposant de l'intérieur. Une enquête britannique ultérieure a identifié 2 agents russes,
comme directement responsables, concluant que leurs actions avaient probablement été approuvées par le président Poutine lui-même. Litvinenko avait déjà alerté sur les laboratoires de poison hérités du KGB par le Service fédéral de sécurité, avertissant que ces toxines seraient un jour utilisées contre les ennemis de la Russie. Ironie du sort, il est devenu la victime la plus célèbre de ses propres avertissements. Cet assassinat a choqué le monde par son horreur et parce qu'il a révélé la volonté du Kremlin d'utiliser des substances nucléaires à l'étranger pour intimider ses ennemis. Cependant, Litvinenko n'était pas la dernière cible. En 2018, le monde a de nouveau été secoué lorsque Sergei Skripal, un ancien agent double russe, et sa fille Yulia ont été empoisonnés à Salisbury, en Angleterre, par un agent neurotoxique. Le Novichok est une classe d'armes chimiques de l'époque soviétique, spécialement conçue pour échapper à la détection internationale des armes chimiques. Il attaque le système nerveux central avec une efficacité brutale. Skripal et sa fille ont à peine survécu après des semaines dans un état critique. Mais l'attaque a déclenché un tollé international sans précédent contre Moscou. Cette fois encore, les autorités britanniques ont identifié 2 agents du renseignement militaire russe, du direction principale du renseignement, comme les auteurs de l'attaque. 23 autres diplomates russes considérés comme agents de renseignement non déclarés ont ensuite été expulsés. Et plus de 20 nations alliées, dont les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Canada, ont rapidement suivi le mouvement, expulsant collectivement plus de 150 diplomates russes, marquant la plus grande expulsion diplomatique coordonnée depuis les heures les plus sombres de la guerre froide. Mais l'utilisation d'armes chimiques par Poutine l'a continué. En 2020, Alexei Navalny, principal opposant russe et militant anti-corruption, a été empoisonné au Novichok lors d'un vol de Tomsk à Moscou. Seule une intervention médicale rapide et son transfert en Allemagne l'ont sauvé. Une enquête approfondie de Bellingcat et d'autres médias a révélé qu'une équipe de 8 agents du Service fédéral de sécurité était derrière cette tentative. Navalny a même réussi à piéger un de ses assassins potentiels, le faisant avouer par téléphone, et révélant ainsi la terreur organisée par l'État. La décision courageuse de Navalny de revenir en Russie a mené à son arrestation et son emprisonnement. En 2024, après des années de négligence, d'isolement et de mauvais traitements dans une colonie pénitentiaire arctique, Navalny est mort en prison, dans des circonstances mystérieuses. Les journalistes ont souvent été ciblés par les tueurs de l'ombre du Kremlin. Anna Politkovskaya, une journaliste d'investigation intrépide qui avait minutieusement documenté les atrocités russes et les violations des droits de l'homme en Tchétchénie, a été abattue à bout portant dans l'ascenseur de son immeuble à Moscou le 7 octobre 2006. Coïncidence ? C'était l'anniversaire de Poutine. Ces reportages avaient embarrassé les autorités russes et risquaient de révéler la corruption au sommet. Des tueurs à gages ont été arrêtés et condamnés, mais les commanditaires de l'assassinat restent non identifiés, laissant une blessure dans la conscience russe et un message glaçant aux médias. Révéler les crimes de Poutine peut coûter la vie. Chaque année qui passe, ces assassinats ne font que renforcer l'idée que la déloyauté, ou même une vérité dérangeante, dans la Russie de Poutine, peut rapidement devenir une condamnation à mort. Et derrière presque toutes ces opérations obscures se trouvait une organisation agissant dans l'ombre, les services fédéraux de sécurité, mieux connus sous le nom de Service fédéral de sécurité, officiellement créé le 12 avril 1995. Le Service fédéral de sécurité a hérité des traditions impitoyables du KGB de l'époque soviétique, devenant finalement l'instrument le plus redouté et le plus efficace de Vladimir Poutine pour réduire l'opposition au silence. À la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, en 1991, l'ex-puissant KGB, redouté pour l'espionnage, les assassinats et la répression de la dissidence, a été démantelé en plusieurs agences plus petites. La Russie a brièvement expérimenté une organisation successeur connue sous le nom de Service fédéral de contre-espionnage ou Service fédéral de contre-espionnage. En 1995, le président Boris Yeltsin a réalisé que l'agence devait être restructurée pour renforcer le pouvoir et reprendre le contrôle de la sécurité intérieure. Le 12 avril 1995, le Service fédéral de contre-espionnage est devenu le Service fédéral de sécurité, Service fédéral de sécurité, héritant à la fois de l'infrastructure du KGB et de milliers d'agents expérimentés, formés aux techniques d'espionnage, de surveillance et de guerre psychologique soviétique. Contrairement aux agences de renseignement et de sécurité occidentales, qui concentrent généralement leurs efforts sur les menaces extérieures, la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la cybersécurité, le Service fédéral de sécurité était principalement dédié au maintien du contrôle politique intérieur et à la stabilité du régime. Son mandat a vite dépassé la sécurité traditionnelle pour s'ancrer dans le tissu politique russe. Sous Vladimir Poutine, lui-même ancien agent du KGB,
la loyauté est devenue non négociable. Le service fédéral de sécurité s'est rapidement transformé en outil personnel de Vladimir Poutine, imposant sans pitié la conformité politique et neutralisant les opposants par la surveillance, le chantage, l'intimidation et les assassinats ciblés. L'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir a de nouveau changé le service fédéral de sécurité. Depuis son arrivée à la présidence en 1999, l'agence a renforcé son autorité, influençant presque tous les domaines de la société russe, de la politique aux médias et à la justice. La loyauté envers le régime de Vladimir Poutine est primordiale. Toute dissidence est vue comme une trahison. Les opposants de Vladimir Poutine étaient surveillés en permanence, harcelés, arrêtés, et certains ont mystérieusement disparu. Depuis que la Russie perd la guerre contre l'Ukraine en 2022, la mission principale du service fédéral de sécurité s'étend au-delà des frontières russes. Son but est maintenant de paralyser l'Ukraine de l'intérieur. Leur seul moyen d'y arriver est par assassinats et sabotage. Dès 2023, les autorités ukrainiennes ont commencé à remarquer une augmentation des actes de terreur aléatoires, des poussées et des attaques bien loin, derrière la ligne de front. Incendies criminels contre des bureaux de recrutement militaire, sabotage sur des infrastructures critiques et attentats mineurs dans des bureaux de poste et lieux publics. Au début, ces attaques semblaient aléatoires, mais une enquête approfondie du service de sécurité d'Ukraine a rapidement révélé que des agents du renseignement russe recrutaient des locaux via des chaînes Telegram anonymes. Ces chaînes promettaient des paiements rapides à de jeunes Ukrainiens désespérés, prêts à commettre des crimes mineurs. Souvent, la tâche était bien plus mortelle qu'annoncée. Prenez par exemple Oleg, un jeune homme de 19 ans, répondant à une annonce en ligne promettant 1000 $ simplement pour taguer un mur de commissariat. Oleg a accepté sans hésiter. Vous cherchez à obtenir de l'argent dans l'économie ukrainienne en crise. Lorsqu'il a ouvert le sac suspect qu'on lui avait confié, il n'a pas trouvé de bombe de peinture, mais une bombe artisanale remplie de clous et de boulons. Cela risque de faire de nombreuses victimes. En réalisant qu'il avait été trompé et impliqué dans un complot terroriste, Oleg a alerté les autorités juste à temps. Des cas similaires surviennent dans plusieurs villes. D'après le service de sécurité d'Ukraine, ces sabotages mineurs et apparemment aléatoires ont un but stratégique important. Ils détournent l'attention et les ressources des forces de sécurité ukrainiennes, créant ainsi des vulnérabilités qui permettent aux opérations plus importantes et médiatisées du service fédéral de sécurité d'être menées plus facilement. Ailleurs, les agents russes demandaient d'abord aux recrues des délits mineurs, comme des incendies ou du vandalisme, puis élevaient progressivement leurs exigences. Si la personne recrutée hésitait, les agents abandonnaient vite les promesses de paiement et recourèrent au chantage, utilisant souvent des photos ou informations personnelles piratées. Les agents demandaient aussi aux recrues de se filmer en commettant ces actes. Ces vidéos étaient ensuite diffusées stratégiquement sur des réseaux sociaux pro-russes, propagant le faux récit que les Ukrainiens désespéraient, se révoltaient et rejetaient leur gouvernement. Cette propagande soigneusement orchestrée visait à manipuler la perception du public, en lavant le cerveau des publics vulnérables, en leur fournissant des récits convaincants, mais entièrement fabriqués. Selon un porte-parole du service de sécurité d'Ukraine, les autorités ukrainiennes ont arrêté plus de 700 personnes rien qu'en 2024 pour des actes de sabotage, de terrorisme ou de collaboration avec les services de renseignement ennemis. De façon inquiétante, beaucoup d'entre eux étaient des adolescents, exploités pour leur naïveté et leur vulnérabilité économique. La plus jeune, une fille de 11 ans d'Odessa, identifiée par les services de sécurité ukrainiens, a été manipulée par des agents russes pour commettre des actes qu'elle ne comprenait pas. Tandis que ces petits actes de sabotage distrayaient l'Ukraine, le service fédéral de sécurité organisait une opération bien plus audacieuse. En mai 2024, des agents russes ont infiltré le cercle proche du président Volodymyr Zelensky, en recrutant un colonel ukrainien parmi ses gardes du corps. Détail. Il devait trouver une personne proche de Zelensky susceptible d'être convaincue ou forcée d'enlever ou d'assassiner le dirigeant ukrainien. Ce complot dangereux visait à causer un maximum de dégâts, ciblant Zelensky et les principaux responsables de la sécurité ukrainienne. Les conspirateurs ont soigneusement planifié des attaques simultanées avec des drones explosifs et des missiles guidés visant les domiciles des principaux responsables du renseignement de Zelensky. Le chef du renseignement militaire ukrainien et le directeur du service de sécurité d'Ukraine. Des stocks d'explosifs, de drones et d'armes ont été dissimulés stratégiquement à travers Kiev, prêts à être activés à tout moment. Cette attaque était prévue comme un cadeau, parfaitement synchronisé pour l'inauguration de Vladimir Poutine. Mais finalement, les agents du contre-espionnage ukrainien ont découvert le complot quelques semaines seulement avant qu'il ne puisse être exécuté.
Le service fédéral de sécurité, malgré ses ressources considérables et ses tactiques implacables, s'est retrouvé face à un adversaire plus compétent et plus déterminé qu'il ne l'avait peut-être anticipé. Le service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine. Formé à partir des vestiges de la branche ukrainienne du KGB de l'ère soviétique en 1991, le service de sécurité d'Ukraine a évolué rapidement au fil des décennies, passant d'un contrôle autoritaire à la soviétique à une agence de renseignement moderne, excellant dans la contre-espionnage, les opérations cybernétiques et la lutte antiterroriste ciblée. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, le service de sécurité d'Ukraine était déjà un service hautement professionnel, aguerri par des années de confrontation avec l'agression russe en Crimée et dans le Donbass. Contrairement au service fédéral de sécurité qui ne servait que Poutine et d'autres oligarques, le service de sécurité d'Ukraine opérait avec la mission claire et unique de protéger la souveraineté et l'État ukrainien. Ces agents sont profondément patriotes, motivés non par la peur ou la récompense politique, mais par la menace existentielle pour l'Ukraine. Lorsque la guerre de l'ombre menée par la Russie et les assassinats se sont intensifiés après l'invasion à grande échelle, le service de sécurité d'Ukraine s'est tourné vers des techniques sophistiquées de collecte de renseignements et le recrutement de réseaux d'informateurs au cœur même des territoires occupés par la Russie. Leur aptitude à contrecarrer le sabotage russe, les complots d'assassinat et l'espionnage est devenue légendaire dans le renseignement. L'agence a aussi travaillé avec des conseillers de l'OTAN, la CIA et le Military Intelligence, perfectionnant ses techniques et capacités opérationnelles. Ce partenariat a offert au service de sécurité d'Ukraine des outils de renseignement avancés, des méthodes d'entraînement modernes et des informations stratégiques clés. Il y a quelques mois, le service de sécurité d'Ukraine a annoncé avoir déjoué 2 tentatives d'assassinat contre le journaliste renommé Dmytro Gordon. Un réseau mené par un ex-député ukrainien pro-russe a orchestré l'un de ces complots. Ce groupe envisageait de poser des explosifs près de la voiture de Gordon ou de lancer un missile sur sa résidence. En même temps, un autre groupe d'assassins avait reçu la promesse de 40 000 $ des agents russes pour tuer Gordon par arme à feu. Heureusement, les forces de sécurité ukrainiennes ont démantelé ces réseaux à temps. Cependant, la Russie ne vise pas uniquement les soldats, les espions ou les responsables politiques. Ils s'attaquent à quiconque déplaît à Poutine, même si son rôle paraît civil ou inoffensif. De façon inquiétante, la fréquence et l'intensité de ces tentatives d'assassinat augmentent. En août dernier, un député ukrainien et ex-président a été assassiné devant chez lui. Il a dirigé les manifestations pro-européennes de 2013-2014 qui ont renversé le président pro-russe ukrainien, Viktor Yanukovych. Ce que la Russie a utilisé comme prétexte pour s'emparer de la péninsule de Crimée et déclencher les invasions de l'Ukraine, d'abord secrètes, puis désormais totales. Nationaliste et critique de Moscou, il était visé par la Russie depuis des années. Le 30 août, un homme déguisé en livreur l'a abordé devant chez lui à Lviv. Il lui a remis un colis, a sorti une arme et tiré plusieurs fois. Il est mort presque aussitôt après s'être effondré. Bien que l'assaillant ait pris la fuite, les forces de l'ordre ukrainiennes ont réussi à l'appréhender peu après. Vous serez peut-être choqué d'apprendre pourquoi l'assassin a agi ainsi. Selon les forces de l'ordre, le tueur présumé était un père en deuil. Ses contacts russes lui avaient promis de l'aider à retrouver les restes de son fils disparu, en combattant les Russes dans l'est de l'Ukraine. Cela montre à quel point le service fédéral de sécurité exploite cyniquement non seulement le désespoir et la pauvreté des recrues, mais aussi leur chagrin le plus profond et leur tragédie personnelle. Les gens ont inondé les réseaux sociaux non seulement pour exprimer leur chagrin et leur indignation, mais aussi pour exiger une action rapide et décisive de la part du service de sécurité d'Ukraine. Cependant, il faut reconnaître que le service de sécurité d'Ukraine a déjà eu un rôle clé dans la résilience de l'Ukraine. C'est l'une des raisons majeures pour lesquelles le pays a résisté si longtemps à l'agression russe. La Russie ayant déjà mené une guerre de l'ombre en Ukraine, le service de sécurité d'Ukraine et le renseignement militaire ukrainien ont sûrement réagi de façon similaire. Depuis le début de l'invasion, en 2022, plus de 150 tentatives ou assassinats ciblés ont été recensés entre les deux pays. Comme les Russes, les agents ukrainiens ont aussi mené des frappes de drones, du sabotage et des incursions en territoire ennemi. Mais ils l'ont fait avec bien plus de précision, d'impact et d'efficacité. À la différence de la Russie, les opérations de renseignement ukrainiennes sont soigneusement planifiées, ciblées et souvent réussies, infligeant régulièrement de lourds revers à la machine de guerre russe. Par exemple, l'attentat à la voiture piégée de août 2022 à Moscou, qui a tué Daria Dugina, commentatrice nationaliste et fille d'Alexandre Douguine, figure clé des ambitions impériales russes. Dugina elle-même
était une partisane fervente de l'invasion, promouvant activement l'effort de guerre et diffusant la propagande pro-Kremlin dans les médias russes. Sa mort soudaine a choqué l'élite russe, illustrant la capacité croissante de l'Ukraine à frapper loin en Russie et à viser des propagandistes civils influents liés à l'effort de guerre du Kremlin. Après cet assassinat, les renseignements ukrainiens ont suspendu temporairement leurs frappes secrètes en Russie, sans doute par prudence pour éviter une réaction des alliés occidentaux inquiets d'une escalade. Après plusieurs tentatives d'assassinat très médiatisées par la Russie, dont celle d'un stratège militaire ukrainien en janvier 2023, l'hésitation de l'Ukraine a vite disparu. Les opérations ukrainiennes ont repris de manière agressive, mais avec un changement stratégique. Elles se sont détournées des personnalités médiatiques pour viser des cibles militaires et de renseignements plus directs. Des officiers russes de haut rang, des commandants d'unités spécialisées, du matériel militaire et des infrastructures logistiques cruciales se sont rapidement retrouvés dans la ligne de mire de l'Ukraine. En mai 2023, des drones ukrainiens ont frappé un grand dépôt de carburant à Briansk, près de la frontière, détruisant plus de 40 000 tonnes de carburant. Des blindés russes ont été déployés près de Kharkiv et Donetsk. L'opération a généré une fumée visible à des kilomètres, perturbant la logistique russe et paralysant temporairement chars et blindés sur des zones clés du front. 2 mois plus tard, en juillet 2023, des drones ukrainiens ont frappé avec précision un nœud ferroviaire militaire près de Belgorod, en territoire russe. La destruction du dépôt a causé de fortes explosions, détruit des milliers d'obus et plusieurs trains de munitions, réduisant nettement la capacité offensive russe près de Kharkiv. Pendant des semaines. En 2024, l'Ukraine a mené des dizaines d'attaques similaires en Russie, chacune plus audacieuse et destructrice que la précédente. La fréquence et la gravité de ces opérations ont obligé les services de renseignement russes, dont le service fédéral de sécurité a concentré leurs efforts sur la défense de leurs actifs stratégiques internes, au lieu de poursuivre des opérations secrètes contre l'Ukraine. Rapidement, l'Ukraine a intensifié en menant des assassinats ciblés très médiatisés. Le 17 décembre 2024 à Moscou, une trottinette électrique garée près d'un café a explosé, causant des victimes. Le lieutenant-général Igor Karelinov et son adjoint. Kalililov dirigeait les forces de défense nucléaire, chimique et biologique de la Russie. Une branche spécialisée au sein de l'armée russe, chargée de préparer et de protéger les troupes contre les armes de destruction massive. Sous sa direction, l'unité gérait les stocks stratégiques, formait le personnel à la guerre chimique et supervisait des laboratoires manipulant des matériaux dangereux. Des rapports de renseignement et des allégations ukrainiennes affirment que Karenidov a supervisé l'usage secret d'agents chimiques, dont des gaz de foule avec additifs toxiques, lors des affrontements en première ligne. La Convention sur les armes chimiques, signée par la Russie, interdit explicitement ces substances sur le champ de bataille. Des enquêtes ukrainiennes et internationales ont recensé de nombreux cas de soldats ukrainiens souffrant de graves symptômes respiratoires, de cécité et de blessures invalidantes. Suite à une exposition chimique, notamment près des zones contestées du Donbass et de Zaporizhzhia, des échantillons de champs de bataille contenaient, d'après les rapports, des irritants chimiques liés à des agents neurotoxiques visant à neutraliser et démoraliser les défenseurs ukrainiens. Une semaine plus tôt, Mikhail Chatsky, ingénieur chargé des systèmes de guidage pour drones et missiles russes, a été abattu à Saint-Pétersbourg. L'expertise de Chatsky avait nettement accru la précision et la fiabilité des drones Shahed russes, souvent employés contre les infrastructures civiles ukrainiennes. En avril 2025, une voiture piégée a éliminé. Un ingénieur principal de la défense, connu sous le pseudonyme d'Anton Zemin, est expert en technologie de propulsion de missiles hypersoniques, cruciales au développement des missiles Kinzhal, de nouvelle génération russe. Le lieutenant-général Yaroslav Moskalik, chef adjoint des opérations et de l'état-major général russe, a été tué par une voiture piégée à Moscou. Cela n'est qu'une fraction de nombreuses opérations similaires. Vous comprenez l'idée. Ces assassinats sont très risqués, mais très lucratifs. Ils perturbent la planification stratégique de la Russie et envoient le message que nulle part à l'intérieur des frontières russes n'est réellement sûr. Outre les assassinats ciblés, l'Ukraine privilégie désormais les opérations de drones et de missiles, frappant régulièrement des infrastructures critiques au cœur de la Russie. Début mars 2024, des drones ukrainiens ont attaqué le principal terminal pétrolier d'Oust-Luga, le plus grand de Russie, sur la Baltique.
L'installation, qui exporte près de 2 millions de barils de brut par jour, a subi de graves dégâts, stoppant totalement les exportations plus de 2 semaines. Le secteur estime que cette perturbation a causé plus de 12 milliards de dollars de pertes. En juin 2024, des drones navals ukrainiens ont attaqué la raffinerie de Primorsk. Cette installation traite jusqu'à 30 000 barils de brut par jour. L'attaque a gravement endommagé les équipements de raffinage, provoquant l'arrêt de la production pendant près d'un mois, et a contraint la Russie à rediriger ses exportations de pétrole par des routes logistiques moins efficaces et plus vulnérables. Les analystes énergétiques estiment le coût de cette attaque, incluant réparation, pertes et perturbations, à environ 850 millions de dollars. L'opération ukrainienne la plus marquante a sans doute eu lieu en août 2024 avec une attaque coordonnée de missiles et de drones contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire et des dépôts militaires à Sébastopol, en Crimée. L'attaque a détruit des navires de guerre, endommagé des stocks de munitions et neutralisé des infrastructures de commandement. La Russie a perdu 2 milliards de dollars d'actifs militaires en une nuit, l'obligeant à réduire ses opérations navales en mer Noire et à céder des avantages maritimes à l'Ukraine. Aujourd'hui, la Russie est acculée et perd des milliards dans une guerre de l'ombre autrefois dominée avec assurance. Les opérations clandestines qui étaient censées faire pencher la balance en faveur de Moscou sont devenues au contraire un énorme fardeau pour les ressources militaires déjà surmenées de Poutine. Le renseignement russe perd rapidement agents, influence et crédibilité. À chaque contre-attaque ukrainienne, l'image soigneusement construite de puissance et de contrôle de Poutine s'affaiblit encore davantage. Désespéré et de plus en plus isolé, il a commencé à pousser agressivement pour des négociations, allant même jusqu'à inviter ouvertement Zelensky et le président américain Trump à Moscou.